C'est une décision qui pourrait tout changer en Europe. Donald Trump a annoncé le retrait d'au moins 5000 soldats états-uniens qui sont actuellement stationnés en Allemagne. En parallèle, il y a des livraisons de missiles vers l'Europe qui sont eux aussi remises en question. Mais alors est-ce que Trump est en train de lâcher complètement l'Europe? Et comment est-ce que la France et les autres pays européens ont décidé de réagir? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une de ces actualités du jour, disponible comme vous le savez sur YouTube et en podcast audio sur toutes les plateformes de podcast. Bon alors si vous suivez la chaîne, normalement vous êtes plutôt au courant que les relations entre les États-Unis et les pays européens, elles ne sont pas super chaleureuses. Il y a eu d'abord la menace de Trump d'annexer le Groenland, donc un territoire appartenant au Danemark. Avant ça, il y a eu la guerre commerciale, il y a eu aussi les doubles discours de Trump en Ukraine, il y a eu tout un tas de phrases où clairement Trump visait les pays européens. Bref, il s'est passé beaucoup de choses sur la dernière année. Bon, mais ce qu'on peut noter tout de même, c'est que malgré les menaces, mis à part l'Espagne qui a clairement pris position contre Trump, notamment en s'opposant fermement à la guerre qu'il mène au Moyen-Orient, globalement, la stratégie de beaucoup de pays européens, elle visait à maintenir de bonnes relations avec les États-Unis, et ce donc malgré tout ce qu'on vient d'évoquer ici. C'était donc en quelque sorte cette stratégie qui consiste à dire Trump, il est imprévisible, et même s'il représente un danger pour beaucoup de nos intérêts, essayons en quelque sorte de l'avoir avec nous comme un allié, une stratégie au passage qui fait énormément débat, on a déjà vu tout ça sur la chaîne, mais factuellement, on peut voir que c'était la posture qui a été adoptée par beaucoup de pays européens. Mais récemment, cette sorte de ligne de conduite, elle semble de plus en plus s'effriter, et la guerre donc actuellement au Moyen-Orient, ça a été une sorte de nouvelle prise de conscience, si c'était encore nécessaire, du fait que Trump menait sa politique sans aucune consultation de ses alliés historiques, et notamment donc sans aucune consultation des Européens. Résultat, l'Espagne en première ligne, mais aussi la France à certains égards, ont commencé à prendre leur distance avec les États-Unis, au moins en tout cas dans leurs déclarations. Et le dernier pays à prendre ses distances, c'est l'Allemagne. Il y a notamment Friedrich Merz, donc le chancelier allemand, le chef du gouvernement allemand, qui a affirmé la semaine dernière, en faisant référence à la guerre en Iran, que les Américains, je cite, n'ont clairement aucune stratégie et qu'une nation entière est en train d'être humiliée. Autrement dit donc, le fait que les États-Unis sont en train d'être humilié. En réponse à cela, Donald Trump a affirmé que le chancelier allemand était, je cite, totalement incompétent et qu'il devrait se concentrer sur la résolution des problèmes de son pays. Mais ce n'est pas qu'une tension verbale, puisque dans la foulée, il a menacé de relever les droits de douane sur les voitures produites au sein de l'Union européenne de 15 à 25%, ce qui pourrait évidemment pénaliser grandement l'Allemagne qui construit évidemment beaucoup de voitures. Et comme je le disais, il a aussi annoncé, c'est un point important, le retrait de 5000 soldats états-uniens qui sont stationnés en Allemagne, le tout d'ici 6 à 12 mois. Alors attention, cette forme de désengagement en soi, c'est pas quelque chose de nouveau, ça a déjà été évoqué par Trump, mais là simplement, Trump semble l'affirmer et le confirmer, et ça peut entraîner beaucoup de choses. Actuellement, il y a entre 36 000 et 40 000 soldats états-uniens qui seraient stationnés en Allemagne, et cette importante présence américaine, elle remonte à la fin de la Seconde Guerre mondiale et à la période de la guerre froide. Cette présence aujourd'hui, elle sert de point stratégique. Un point stratégique pour les États-Unis, à la fois sous forme d'alliance pour les Européens, puisque ça peut dissuader d'autres pays d'attaquer les pays européens. Mais pour les États-Unis aussi, évidemment, il y a des intérêts, et notamment une base qui peut être intéressante pour partir ensuite au Moyen-Orient. Alors cette présence états-unienne en Europe, elle a toujours fait débat sur son utilité, sur les enjeux de souveraineté, un certain nombre de politiques estimant notamment qu'on était trop proche des États-Unis, qu'on devrait être davantage indépendant. Et vous l'aurez donc remarqué, depuis le retour de Trump au pouvoir, ces questions prennent une place très importante dans le débat. Et au passage, quand on parle ici de protection et de défense, la question qu'on peut se poser, c'est protection contre qui? Évidemment, la question d'une menace russe revient souvent dans l'actualité, notamment suite à la guerre en Ukraine et l'invasion qui a été menée par Poutine, mais c'est globalement un sujet de discussion et de débat qui dépasse largement la question de la Russie. Alors, dans les faits, concernant ce retrait de soldats américains d'Allemagne, les experts affirment que les États-Unis pourront continuer leur mission sur le territoire, mais le principal risque, ce serait que les États-Unis décident de retirer des troupes très spécialisées ou que ce retrait ne devienne plus important. Et en l'occurrence, Trump a clairement dit que d'autres soldats pourraient être concernés en Allemagne, mais aussi en Espagne ou en Italie. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, les États-Unis, ils déploient environ 86 000 militaires partout dans l'Europe.
Mais d'ailleurs, attention aux effets d'annonce, puisque c'est pas qu'un désengagement en matière de soldats. Les États-Unis ont aussi affirmé qu'ils n'allaient plus envoyer, comme prévu, de missiles longue distance à l'Allemagne, et ce, au moins temporairement. Ces missiles, ils devaient commencer à être déployés en Allemagne dès cette année, et cette décision, elle avait été validée non pas par Donald Trump, mais par l'ex-président Joe Biden, avant qu'il ne soit plus président. Alors attention, les missiles dont on parle ici, c'est des missiles importants, puisque c'est des missiles qui auraient donné la possibilité aux Européens de frapper à distance et en profondeur les cibles d'un potentiel adversaire. Aujourd'hui, disons les choses, aucun pays européen ne dispose de tels missiles dont on parle là. Même la France et le Royaume-Uni, qui possèdent l'arme nucléaire et quelques missiles de la sorte, ne pourraient pas directement remplacer en quelque sorte le manque à gagner et ce qui était proposé jusqu'ici par les États-Unis. Dans le contexte actuel donc, si les États-Unis décident réellement de bloquer l'envoi de ces missiles et qu'ils décident de retirer davantage leurs troupes, beaucoup estiment que l'Europe risque de perdre une partie importante de sa dissuasion envers différentes puissances ennemies. Enfin, évidemment, comment ne pas mentionner la question de l'OTAN, donc l'alliance politico-militaire de pays occidentaux dont font partie beaucoup de pays européens et qui est menée actuellement par les États-Unis principalement. Trump, très clairement, il n'est pas fan de l'OTAN et ça fait des années qu'il le dit. En gros, on en a beaucoup parlé sur la chaîne, Donald Trump accuse les pays européens de ne pas investir suffisamment dans leur armée et de vouloir trop dépendre en quelque sorte des États-Unis. Alors ces dernières années, on terminera là-dessus, vous l'avez sûrement vu, suite à la guerre en Ukraine, l'Europe a cherché davantage à se réarmer, mais avec donc un net retard. Et par exemple, sur cette question des missiles longue portée, on estime désormais que l'Europe pourrait s'en doter uniquement à l'horizon 2030. Parallèlement à tout ça, on en a beaucoup parlé là aussi, les dépenses annuelles de défense de l'Europe devraient presque aussi doubler d'ici à 2030, avec donc l'objectif de moins dépendre de pays comme les États-Unis. Ce qu'on peut noter pour terminer, c'est que ce tournant des États-Unis, il inquiète aussi une partie des responsables états-uniens qui soulignent qu'un retrait d'ampleur des États-Unis de l'Europe pourrait aussi, à terme, affaiblir la position des États-Unis en Europe et acter le fait pour les Européens que les États-Unis ne sont plus un allié et que l'Europe ne doit plus compter sur les États-Unis et doit se tourner potentiellement vers d'autres partenaires, en plus évidemment d'un renforcement de la production interne. Quoi qu'il en soit, on suivra évidemment l'évolution de la situation sur YouTube, en podcast et sur Instagram. Merci au passage pour tous vos retours concernant le studio. On va continuer à améliorer tout ça. Normalement déjà le son est un petit peu mieux et concernant la décoration, on va aussi ajouter des choses de ce côté-là et des couleurs différentes, etc. dans les prochains jours. Allez, je vous laisse avec Blanche pour le reste de l'actualité importante du jour et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à toutes et à tous. On commence avec un point sur la situation au Moyen-Orient. Donald Trump a annoncé ce mardi la suspension de son projet Liberté qui visait à escorter les navires des pays tiers bloqués dans le détroit d'Ormuz. On vous en parlait ce lundi. Il a annoncé cette suspension le temps de voir si, je cite, un accord pouvait être finalisé et signé avec l'Iran sur son réseau Truth Social. L'Iran n'a pour le moment pas réagi à cette annonce. Le blocus américain des ports iraniens, entré en vigueur le 13 avril dernier, lui est toujours maintenu. Parallèlement à ça, un porte-conteneur français de la société CMA-CGM, escorté par l'armée américaine avant l'annonce de l'arrêt du projet Liberté, a été attaqué ce mardi. Le bateau a été touché par des missiles tirés depuis la côte iranienne alors qu'il entamait sa traversée du détroit d'Ormuz. Il a été endommagé et les membres d'équipage blessés ont été évacués. Ils reçoivent actuellement des soins selon CMA-CGM. Alors le gouvernement français a réagi, précisant qu'aucun marin français ne se trouvait à bord lors de l'attaque. Emmanuel Macron a également affirmé que, je cite, ce n'est en aucun cas la France qui a été visée. Toujours concernant le Moyen-Orient, le porte-avions français Charles de Gaulle et ses escorteurs ont franchi le canal de Suez ce mercredi, selon le ministère des Armées. Ils se dirigent vers le sud de la mer Rouge et donc vers le détroit d'Ormuz. L'objectif, se prépositionner près du passage maritime. La France, avec le Royaume-Uni, y prépare une mission internationale pour sécuriser le trafic maritime et éviter de nouvelles attaques contre les navires. Deuxième actu, on en parlait hier, un passager du navire MV Ondius, qui est un foyer de l'hantavirus, est infecté par la souche des Andes, la seule contagieuse entre humains. La souche se transmettrait en cas de contact très étroit. C'est le ministre de la Santé d'Afrique du Sud qui a annoncé cette transmission entre humains. 2 des passagers du navire ont été transférés dans le pays, l'un est décédé, l'autre est toujours hospitalisé. Pour vous remettre dans le contexte, le bateau de croisière, parti d'Argentine début avril, devait arriver au Cap-Vert lundi, au large de l'Afrique de l'Ouest, mais à son arrivée, les autorités du Cap-Vert ont refusé de l'accoster près de
150 personnes, dont 5 Français, sont actuellement bloquées sur ce navire de croisière au large des côtes de l'Afrique de l'Ouest. D'ailleurs, durant le transfert, un Français a été déclaré comme cas contact. Il était dans le même vol que le malade avant son hospitalisation. Aucune information n'a pour l'instant été dévoilée sur les dispositifs mis en place concernant cette personne. À noter que les hantavirus ne présentent pas à date de risque pandémique. Il existe des centaines de cas chaque année dans le monde et même si la transmission entre humains est confirmée, ce virus reste moins contagieux que la grippe ou le Covid selon l'Organisation mondiale de la santé. En tout cas, ce mardi, l'Espagne a annoncé qu'elle devrait finalement accueillir le navire aux Canaries d'ici 3 à 4 jours. Si vous voulez plus d'informations, on en a parlé dans les actus d'hier, je vous mets le lien en description. Troisième actu, ajouter une semaine de congé en cas de nouvelle naissance et garantir la garde de tous les enfants dès 1 an, c'est ce que recommande un rapport du Haut Commissariat à la stratégie et au plan. Il appelle à refonder le système économique et social pour la natalité en France. L'objectif, pousser les Français à vouloir faire des enfants. Bon, je ne vous apprends rien, le nombre de naissances chute depuis plusieurs années en France. En 2025, 644 000 bébés sont nés, c'est près de 25% de moins qu'en 2010, et dans le même temps, les décès ont dépassé les naissances, une première depuis l'après-Seconde Guerre mondiale. Alors le rapport propose plusieurs choses. Déjà, il suggère d'améliorer le nouveau congé de naissance, qui doit entrer en vigueur en juillet, en ajoutant un 3e mois indemnisé contre 2 actuellement. Seule condition que le père prenne au moins 1 mois afin de mieux répartir les responsabilités parentales. À noter que ce congé s'ajoute au congé maternité et paternité déjà existant. Le rapport recommande aussi la garantie d'un accès à un mode de garde pour tous les enfants dès 1 an, donc la crèche ou une assistante maternelle par exemple. Je vous mets des liens en description si vous voulez en savoir plus. 4e actu, à partir de ce mercredi à Mayotte, qui est un département d'outre-mer français, l'acquisition de la nationalité française a été durcie pour les enfants nés de parents étrangers. La loi avait été adoptée en avril 2025. Concrètement, désormais, les parents devront vivre de manière régulière, donc légale, sur le territoire pendant 1 an avant la naissance de leur enfant pour qu'ils puissent obtenir la nationalité. Jusqu'ici, les parents devaient habiter de manière régulière sur le territoire 3 mois avant la naissance de leur enfant. La loi concerne aussi désormais les 2 parents et non plus un seul. Le texte était porté par le parti de droite Les Républicains et soutenu par le Rassemblement national, le gouvernement et le Bloc central. Les députés de gauche avaient saisi le Conseil constitutionnel qui est chargé de vérifier qu'une loi est bien conforme à la Constitution, donc la norme suprême en France, pour tenter d'annuler la loi, en vain. Le Conseil avait déclaré, je cite, « La population de Mayotte comporte, par rapport à l'ensemble de la population résidant en France, une forte proportion de nationalités étrangères ainsi qu'un nombre élevé d'enfants nés de parents étrangers. » En 2019, un rapport de l'INSEE précisait que près d'1 habitant sur 2 était de nationalité étrangère à Mayotte. Beaucoup viennent en fait de l'archipel des Comores, et donc de nombreuses personnes venues sur Mayotte décident d'y faire un enfant pour qu'il obtienne la nationalité française grâce au droit du sol. C'est pour cette raison que depuis 2018, Mayotte bénéficiait déjà d'une loi spécifique différente du reste de la France, avec un droit du sol durci. 5e actu, la police de Londres, au Royaume-Uni, a créé une unité spéciale pour protéger la communauté juive. Cette décision, elle fait suite à l'augmentation des attaques antisémites dans la capitale. Mercredi dernier encore, 2 personnes juives ont été blessées au couteau, et ce mardi, une ancienne synagogue a été incendiée. La police a donc décidé de créer, je cite, l'unité de protection communautaire, composée d'une centaine d'agents. Cette brigade fournira, je cite toujours, une présence plus visible, axée et coordonnée, centrée sur la protection de communautés juives, selon la police. Le gouvernement a débloqué l'équivalent de 25 millions d'euros supplémentaires pour protéger la communauté. À noter que 80 personnes soupçonnées d'actions ou propos antisémites ont été interpellées ces 4 dernières semaines. Par ailleurs, la police a prévenu que cette nouvelle unité ne rendrait pas la lutte contre les actes visant d'autres communautés moins prioritaires. Et enfin, on termine avec cette actu, 33% des 11-25 ans considèrent l'intelligence artificielle comme un psy, selon une enquête du groupe mutualiste Vive et de la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés. L'enquête a été menée dans 4 pays européens, dont la France, auprès de 3800 jeunes. Selon l'étude, ces jeunes voient en l'intelligence artificielle, je cite, un soutien supplémentaire. L'enquête précise que pour ces personnes, amis et famille restent les premiers interlocuteurs pour parler de leurs difficultés. Au total, 9 jeunes sur 10 utilisent l'IA en France, et sur ces personnes, près de la moitié lui confient des sujets personnels ou intimes selon l'étude. Clara Falala-Séché, psychologue, chercheuse en IA et en santé mentale qui a été citée par France 24, estime que l'IA peut être utile uniquement en complément d'une thérapie, en tenant informé un psychologue professionnel. En tout cas, si vous avez besoin de parler, on vous invite à vous orienter vers des professionnels. Certaines plateformes d'écoute spécialisées dans la santé mentale des jeunes existent, comme Nightline par exemple, qui met en place une ligne téléphonique de soutien et d'écoute, qui est anonyme et gratuite, entre 21h et 2h30 du matin. On vous met le lien en description. Merci beaucoup Blanche pour ces actualités. Je vous le disais, vous l'aurez remarqué, il se passe beaucoup de choses en ce moment. Du coup, pour suivre au fil de la journée tout ce qui se passe de façon très claire et efficace, rendez-vous directement sur Instagram. Le nom du compte, c'est Hugo Décrypte. Je rappelle que si vous préférez aussi un format écrit et notamment une newsletter, on en a une que je vous invite à découvrir directement en description. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et
et puis je vous dis à demain pour une nouvelle.